Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 187e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour le choc de l'année, que dis-je, le choc d'une génération. Errol Spence Jr. contre Terence Crawford, ce sera le 29 juillet à Las Vegas avec tous les titres des welter en jeu. Pour parler avec moi de ce choc, mon compère du Fighter Club Box MMA, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Putain, enfin. Enfin, ah il est beau celui-là. Désolé d'être grossier, mais on a lancé le podcast quand ? Celui-là, en 2019, donc juste au moment où ça chauffait déjà, puisque Crawford venait de prendre son premier titre welter. Ça aurait pris 4 ans. Ça aurait pris presque 200 épisodes, mais on va la voir, notre choc des welter, Spence Crawford. Mon premier, Errol Spence Jr., est un Américain de 33 ans, 28 victoires en 28 combats pour 22 KO et possède les ceintures WBC, IBF, WBA des welter. Mon second, Terence Crawford, est un Américain de 35 ans, 39 victoires en 39 combats, 30 KO, ancien champion incontesté des super légers qui possède le titre WBO des welter. Les deux font partie des 5 meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues, et ils vont nous offrir le combat le plus attendu du noble art depuis des années et des années. Le 29 juillet, le public de la T-Mobile Arena de Las Vegas va vibrer pour le choc au sommet, Spence Crawford. Le RMC Fighter Club fait la représentation de ces deux boxeurs pas comme les autres, avant un rendez-vous espéré depuis très longtemps. Alors mon Joe, avant de parler des deux côtés boxe, parce que ça va nous intéresser, un peu les caractéristiques des deux et ce qui va faire ce combat, on va évoquer leur vie, parce que c'est deux personnages différents, et on reçoit pour ça Monsieur Nicolas Lansalo, l'excellent Nicolas Lansalo, je le dis tout de suite, journaliste de la rédaction télé de Salut RMC messieurs. Sport. Salut Nico. Salut Nicolas. T'es ému ou pas de venir dans le meilleur podcast du RMC ? Je suis tremblotant, ému et ravi et touché par de tels compliments. Il va falloir rassurer maintenant. Mais tu sais que maintenant que tu viens dans le meilleur podcast de la chaîne, ta vie va changer. C'est probable, je l'espère. Je te présente Jonathan Macardy. Tu vas changer. Je pense que tu vas divorcer, tu vas faire des dingueries là. Il y a un truc qui va se passer. Remets mon destin entre tes mains, je t'en fais ce que t'en veux. Je te présente l'humilité faite homme, Jonathan Macardy. Les chiffres, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est vrai ou pas ? Donc pourquoi on reçoit Nico ? D'abord, parce qu'il a travaillé depuis des semaines sur un film sur ce choc Spence Crawford, choc que vous retrouverez bien sûr diffusé, je ne l'ai même pas dit, sur RMC Sport, donc dans la nuit du 29 au 30 juillet, vous aurez droit à ce gros combat. Et donc Nico, tu as travaillé pendant des semaines sur un film qui nous présente, c'est disponible sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, qui sont ces deux hommes, côté perso comme côté boxe. Et Nico, Spence et Crawford, puisqu'on parle des hommes avant de parler des boxeurs, c'est deux boxeurs qui ont des vies très différentes et des enfances très différentes. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui fait plutôt des docs, quelqu'un qui m'attache au parcours des sportifs avant tout. Pour moi, le sport, c'est quand même surtout un prétexte à raconter des histoires. Donc là, j'avais fait le film sur Davis Garcia pour me présenter un tout petit peu. Et donc là, je me suis penché sur ce combat en essayant d'en comprendre les enjeux. Tu m'as d'ailleurs bien aidé, merci beaucoup. Et donc, pour te parler de l'histoire de ces deux types-là, c'est vrai qu'ils ont des parcours au départ qui sont assez dissemblables. Parce que Crawford, lui, vient de Omaha, dans le Nebraska. Donc, c'est une partie au centre des États-Unis. C'est une partie rurale des États-Unis. Mais lui vient quand même du côté un peu ghetto de la ville. Mais ça, on y reviendra un petit peu. Et il a une enfance assez triste, Crawford, parce qu'il avait une mère qui était maltraitante. On le raconte dans le doc, qui dit tout simplement qu'elle lui mettait des coups de ceinture. Elle payait des gamins pour le taper. Elle donnait des billets de $10 à des gamins du quartier pour aller taper son fils, pour l'endurcir, pour faire de lui un homme. C'est ce qu'elle disait. On dirait de Julien Casier qui paye Joe pour martyriser les mecs en grappling. C'est terrible. si tu veux, ça a quand même déclenché quelques petites névroses, tu l'imagines bien, chez le monsieur. Un goût pour la bagarre, évidemment, même si c'est bien triste d'y arriver comme ça. Et du coup, il le raconte aussi, c'est qu'il y a un de ses premiers coachs qui le dit quand il monte sur un ring pour la première fois. Ouais, coach de boxe. Tu sais qu'il a fait de la lutte aussi. Il a un petit parcours en lutte. Ouais, dans l'enfance. Collège ou universitaire ? Non, pas collège. Universitaire, c'est plutôt lycée, ouais. Même. Tu sais, quand on parlait des possibles boxeurs qui étaient capables de faire le crossover en MMA, tout le monde, et lui on en a parlé aussi, il a fait de la lutte à un bon niveau, au niveau l'équivalent du lycée en fait. Ouais, c'est le high school, je crois. Et ce qui était pas mal, il était dans l'équipe première de son équipe qui est à un bon niveau d'ailleurs. C'est pas, tu sais, tous les lycées. Mais il a fait championnat d'État et ce genre de choses. Vas-y Nico. Tu peux reprendre. Ok, donc en tout cas, du coup, quand il commence la boxe, il est assez sauvage. Il a évidemment pas de code et il a l'impression d'être dans la rue. C'est son coach qui le raconte et il sait pas s'arrêter. Il pleure, il tape. Donc c'était quelqu'un qui avait la violence à l'état brut dans la peau, lié à cette éducation
terrible que sa mère lui a appliqué sur lui. C'est dingue parce qu'on dirait pas quand on le voit maintenant. Non, pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi tu dis qu'on dirait pas? Il fait calme. Il fait calme, Ouais. je me répète, j'en ai marre. En fait, moi, mon interview favorite de lui, c'est les 3 heures qu'il fait chez Joe Rogan. Pourquoi c'est ma favorite? Parce que c'est 3 heures déjà, et où vraiment, il est avec Joe Rogan qui est totalement défoncé, qui a fumé 10 pétards, donc voilà, c'est détendu et tout. T'as l'impression que le mec, il est archi posé, quoi. Ouais. C'est un maître zen à la rigueur. Ouais, bah alors, il a trouvé la sérénité et à travers des choses qui lui sont arrivées, on parlera après des deux gros chocs que et Spence et Crawford ont connus dans leur vie. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour finir, le background social de Crawford, c'est ça. Il a eu une enfance très dure avec un père absent, une mère maltraitante. Spence, lui, C'est c'est pas du tout ça. C'est même plutôt l'inverse. Lui, il vient de DeSoto, c'est dans la banlieue de Dallas. C'est plutôt classe moyenne, des petits pavillons, un golf, une enfance assez tranquille. Et lui, c'est son papa qui était fan d'Ali, qui était fan de boxe, qui va l'amener à la salle un peu de manière surprise. C'est-à-dire que la légende dit qu'il le prend dans sa bagnole en lui disant « Je t'amène faire du sport », il le dépose à la salle de boxe, il lui dit « Maintenant, tu vas tester la boxe ». Sauf que, et ça c'est Spence qui le raconte, et on le montre aussi dans le doc, Spence il aime bien, mais il accroche pas forcément plus que ça, ou il a un petit peu envie d'arrêter, et là son papa lui file un billet de $20. Il lui dit « Vas-y », et en fait il l'encourage à continuer en lui donnant des sous. Donc il y a $20, c'est vrai que c'est quand même beaucoup, donc il continue la boxe, et on en est là aujourd'hui. Et évidemment le parallèle... $1 à chaque fois ou il précise pas, je pense que c'est qu'une fois, mais il précise pas. Je sais pas s'il a négocié à chaque fois. tous les jours. Joe, il aurait fait 4 séances par jour, on y va. Et on sent que tu as quand même plus le sens de la négociation que moi, tu vois. Ouais. Mais ouais, enfin, tu as compris que le parallèle, il est saisissant. Entre, d'un côté, une maman qui paye des gamins dans la rue pour te taper, et de l'autre, un papa, alors que tu veux un peu arrêter, qui te file des billets. Donc, c'était 2 trajectoires d'enfance opposées. Par contre, il y a un point commun, et t'en parlais, tu commençais à l'ouvrir, c'est que c'est 2 miraculés de la vie. C'est 2 miraculés, pas au même moment, mais dans des circonstances dramatiques à chaque fois. Crawford, c'est en 2008. Il a déjà fait 4 combats pro. Il l'a raconté plein de fois, mais pour ceux qui connaissent, moi, je la connaissais pas cette histoire et on la détaille. Et il raconte vraiment la scène, c'est-à-dire que donc il a fait 4 combats pro. Il est dans la rue, dans les quartiers un peu malfamés d'Omaha, donc sa ville natale. Il va faire une partie de dés avec des copains à lui. Il se fait quelques billets. Il va dans sa voiture pour compter les billets. Il repart pas tout de suite. Et là, il y a un coup de feu qui part. C'est pas lui qui était visé, mais il y a un coup de feu qui part et qui le touche au niveau du cou, juste en dessous de l'oreille, et ça pisse le sang. Il le dit, il y avait du sang partout dans la voiture, et c'est lui-même qui va à l'hôpital, mais sa vie s'est jouée à quelques millimètres. Et alors après, dans tous les docs qu'ont fait les Américains, il y a tout un storytelling autour de la rédemption et alors c'est peut-être aussi et sans doute vrai du fait qu'il comprend. Il avait de mauvaises fréquentations, Ouais, il les change. La vie t'est passée à 2 doigts il n'était pas assez sérieux à la salle, ça devient un énorme bosseur. D'ailleurs, il y a son oncle qui est pasteur dans une église d'Omaha qui raconte qu'il vient le voir et qui lui dit bah alors maintenant tu sais ce que tu veux dans la vie ou pas là, vu que t'as vu la mort de près. Et donc l'histoire derrière cet événement tragique, c'est que Crawford change totalement à ce moment-là. On est en 2008 et c'est ça qui forge sa détermination et sa carrière. Un coup de réalité de la vie, quoi. Et Joe, d'ailleurs, dans cette anecdote, ce qui est extraordinaire, parce que c'est grâce à Nico que j'ai revu bien cet épisode, en fait, il est en sang quand il va à l'hôpital lui-même, il conduit lui-même et il appelle son coach. Et le coach lui dit qu'est-ce qui vient de se passer? Il dit oh, je viens de me faire tirer dessus. Et donc le mec à l'autre bout du fil il hallucine parce qu'il dit quoi, tu viens de te faire tirer dessus, tu m'appelles depuis ta voiture. C'est un peu lunaire comme anecdote. C'est ça. Et donc Spence, là c'est une histoire de voiture voilà, aussi, plus connue parce que c'est plus On récent. l'a vu, ouais. C'est ça, c'était en 2019. Il est déjà double. Il a 2 ceintures. Il est double champion du monde des welter à ce moment-là. Un mois avant, il a battu Porter, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc il sort d'une boîte de nuit à Dallas, au volant de sa Ferrari, sans ceinture. Sous alcool et il perd le contrôle, la voiture fait des tonneaux, il est éjecté de sa voiture. L'image est incroyable si vous l'avez pas vu. Allez le voir, ceux qui l'ont pas vu, allez voir sur YouTube. Tu vois allez ça, voir tu le te demandes film. voilà, bien sûr, mais tu te demandes juste comment il est pas mort, quoi. C'est tout. Oui, c'est un miracle total. Il a même pas de fracture en fait. Il reste quand même un peu à l'hôpital parce qu'il a des lacérations du visage et quand même quelques plaies, mais c'est un miracle absolu.
Et lui aussi va nous parler va nous parler d'une histoire de rédemption suite à ça. Évidemment, il était bourré, il sortait de boîte, il conduisait sans ceinture. Donc là, il nous explique qu'il est devenu un bon père de famille. Il y a des images où il est dans sa ferme, dans son ranch au Texas, où ils font des grandes bouffes avec toute la famille et plein de bons sentiments à l'américaine. Ça le change aussi. D'ailleurs, parce qu'il avait pris un backlash. Quand il avait, après cet accident, il poste quelque chose sur Insta où il dit, vous voyez, moi je suis un guerrier, j'ai aucune égratignure en sortant de ça. Et il s'était pris un vent de critiques sous le mode, t'aurais pu tuer quelqu'un, t'étais sous alcool au volant de ta voiture, arrête de jouer le malin. Ouais, c'est ça, il faisait encore le fanfaron juste après. Et suite à ces mauvais échos médiatiques, donc c'est pour ça, sincère ou pas, comme Crawford, c'est fou, un comme peu quoi quand même. Une bonne équipe de relations publiques peut faire croire tout et n'importe quoi. Après, c'est un sale gosse, Spence, on le sait. ouais, mais alors c'est particulier parce que à la fois c'est un sale gosse et dans son body language, dans sa manière de s'exprimer, il est tout timide. Il parle un peu d'une petite voix comme ça. Et c'est un boxeur qui semble-t-il est démoniaque, puisque bon là je vous laisserai en parler après, mais on va y arriver. Moi j'ai appris plein de choses, notamment sur le nombre de coups qu'il peut porter. Enfin, c'est un boxeur incroyable, mais qui te parle comme ça tout gentiment. Bon, et en tout cas qui est passé lui aussi très près de la mort. Et donc on a deux miraculés. Et c'est vrai que, en tout cas, c'était intéressant pour moi de pouvoir raconter ça. Les parallèles et les choses qui sont dissonantes. Le film est fabuleux. Voilà, c'était bien d'avoir ça et vous l'avez tout dans le doc. Et la dernière question, elle est pour Nico. Juste, après des semaines à bosser sur les deux, il y a un chouchou entre les deux ? Écoute, il y a un des deux qui te plaît le plus, tu vois, sur l'histoire ? Mais non, parce que Crawford m'énerve. Ah ouais ? Crawford m'énerve il est toujours, enfin, il est avec son pitbull, avec ses potes. Je trouve qu'il se la raconte un peu. Et au début, j'avais une sympathie pour lui parce que quand t'entends ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est quand même difficile de pas entrer en empathie avec le gars. Maintenant, je sais pas, je trouve que quand il fait ces délires d'ego trip qui sont consubstantiels du milieu, j'ai bien l'impression, mais ça sonne, je trouve, un peu faux. Il est toujours avec son pitbull et tout. Bon, tu m'as demandé mon avis, je te le donne. Ah, bah oui, c'est un peu perso, mais j'ai un peu pris Crawford en grippe, même si c'est un boxeur de dingue et que son histoire, j'ai adoré la raconter. Et donc, voilà, un peu par défaut, j'ai une petite tendresse pour Spence. Alors, attends. Alors, on va se mettre là au clair parce que tu ne connais pas personnellement, mais moi, je vais te le dire. Donc, Alexandre, on a accepté d'inviter quelqu'un qui certes fait du travail excellent, mais qui reproche à un être humain de donner de l'amour à son chien. C'est ce que tu viens de dire. On en pense quoi, Alexandre Herminet ? On est sur deux psychopathes des chiens, en fait. Ouais, non, mais loin de moi l'idée de te juger. Disons que le charme des pitbulls peut éventuellement être discuté. C'est un chien, peu importe, c'est un chien. Non, par contre, Joe, on n'est pas sur des pitbulls, clairement pas. C'est un chien. Moi, c'est un coquet. C'est un chien. Moi, c'est Boulet Bill, c'est un cocker, donc on est très loin de ça. C'est un chien. Non, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je trouve que Spence, je préfère un mec qui surjoue le côté bad boy qu'un mec qui surjoue le côté bon garçon alors que il fait n'importe quoi dans sa vie. Ça, je te reconnais très bien là-dedans pour le coup. Oui, je préfère que le mec il assume, qu'il calcule un peu moins, plutôt que Errol Spence qui pour moi me fait un peu penser, je sais pas ce que t'en penses, à John Jones. Il fait le bon chrétien, qui a les trucs de la Bible tatoués, et puis voilà, quand il rentre chez lui, il tape sa femme, il boit comme un trou et il va tirer sur des clochards dans les rues d'Albuquerque. Errol Spence, là on parlait de John Jones. De John Jones. Ouais. Errol Spence, il a un peu cette vibe-là. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je vois totalement ce que tu veux dire. Et moi, j'ai toujours, mais c'est la boxe qui rentre en compte aussi. Crawford, c'est un des chouchous. Après, il y a un truc qui fait qu'on va pas être objectif, c'est que Crawford, quand tu nous demanderais à Alex comme à moi, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, quel est le boxeur idéal ? Je pense qu'on serait pas, on dirait un mélange entre quelques boxeurs et Crawford. Et Crawford, et beaucoup de Crawford. On serait pas loin du tout. En tout cas, merci Nico pour ta présence avec nous. Et puis allez tous voir ce doc parce que comme d'habitude, il vaut le coup le travail des équipes de Nico comme des autres équipes. Mais il faut même revoir le documentaire Gervonta Davis. Le Davis Garcia, il était très très bien. A posteriori, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ça tombait dans les suggestions YouTube. J'ai re-regardé a posteriori. C'est pas mal. Ça donne un éclairage différent quand tu repenses au combat après. C'est plus que pas mal. Merci pour tout, Nico. Merci, vraiment bravo encore. Merci, et puis à bientôt dans le Fighter Club pour un futur doc sur un gros combat de boxe. On t'accueillera avec plaisir. On va parler un peu plus boxe, Joe, maintenant, si ça te va. Je te fais les petits. On prend un par un avec leur qualité, et puis je te fais le parcours. On parle des qualités et des choses comme ça. Ça te va ? Premier
à tout seigneur, tout honneur, il a les 3 ceintures. Errol Spence Jr., on va commencer par lui, puisqu'il est triple champion du monde, IBF, WBA, WBC, je le rappelle. Boxeur olympique, vainqueur des Golden Gloves, 3 fois champion des États-Unis en amateur. 135-12 chez les amateurs, il a fait quart de finale aux Mondiaux 2011 et aux JO en 2012. Pro depuis novembre 2012, il fait 2 premières années à 14-0 avec seulement 3 décisions, donc on voit que voilà, ça envoie quand même du punch dès le début de carrière. Où il est pas mal comparé à Sugar Ray Leonard. On a vu des papiers où il était comparé en début de carrière, notamment avec le parcours olympique, tout ça, et puis les qualités de boxeur. Premier test, avril 2016, Chris Algieri, ancien champion WBO des super légers, il le passe avec brio. 1 an plus tard, mai 2017, prend son premier titre, ceinture IBF, en mettant KO Kell Brook à Sheffield en Angleterre. C'était pas n'importe qui à l'époque. Pas n'importe qui, et il va le chercher chez lui. C'est un parallèle qu'on tirera avec Crawford aussi d'ailleurs, qui a été cherché. Kell Brook, c'est avant ou après Golovkin? Pour moi, c'est après. C'est après. Oui. Ça se revérifie là. Donc si c'est après, c'est dans les mêmes zones. Ouais, donc ça si c'est après, c'est plus non plus vraiment le même Kell Brook. Je suis pas sûr, mais t'es peut-être Parce dit une que, en bêtise fait, parce que tu m'as pris à brûle C'est pour pas point. grave, c'est un détail, mais il faut, quand on parle de Kell Brook pour analyser le niveau d'opposition d'Errol Spence, bien prendre en compte que Kell Brook c'était un boxeur très différent avant d'affronter Golovkin et que la blessure que lui a infligé Golovkin. Oui, il l'a maltraité. Ben non, mais c'est que ça l'a presque rendu aveugle d'un œil, quoi. Ouais, non, donc mais c'est plus la même. Ouais, voilà. T'es face à Golovkin, quoi. 3 défenses de ce titre IBF, dont une qui est pour moi un combat qui le définit beaucoup. Ouais. C'est Mickey Garcia, c'est son premier combat dans le stade des Dallas Cowboys, donc chez lui, dans un stade qui fait presque 100 000 personnes, voire plus de 100 000 personnes. Et puis il l'outbox, c'est-à-dire qu'il est meilleur boxeur que Garcia, qui est pourtant champion du monde dans 4 catégories différentes. C'est impressionnant, là. Que tout le monde voit meilleur boxeur que Spence. Le storytelling avant ce combat, c'est que Garcia va donner un peu la leçon aux petits jeunes. Il est à 39-0 Garcia à ce moment-là, et puis c'est l'inverse, c'est Spence qui lui donne la leçon, donc C'est ça ça le le définit storytelling, beaucoup. poulet? Il y avait un peu de storytelling Il de n'y avait ça. pas aussi Garcia, il est trop petit? Trop petit. C'était les deux storytelling. Il va être trop petit, donc il peut avoir du mal, mais en pure boxe, il va lui donner la leçon, et c'est pas du tout ce qui se passe pour le coup. Donc ça, c'est en mars 2019, puis il va ajouter la ceinture WBC contre Sean Porter, septembre 2019, juste avant son accident de voiture, dont on vous parlait juste avant, et il va rajouter la ceinture WBA, c'était en avril 2022, contre Yordenis Ugas, qui avait battu Manny Pacquiao. Manny Pacquiao devait affronter Errol Spence à l'été 2021. Il avait eu un déchirement de la rétine, Errol Spence, qui aurait pu lui coûter sa carrière d'ailleurs, parce qu'on sait que les yeux pour un boxeur, c'est C'est ça très que tu très parlais chaud. de Kell Brook. Ouais. Et finalement, donc Ugas a battu Pacquiao, donc il bat Ugas et il a les 3 ceintures. Voilà le parcours pour l'instant de notre ami Errol Spence Jr. C'est quoi d'abord ton meilleur souvenir d'Errol Spence Jr., le combat qui te marque le plus si on devait en parler? Bah, paradoxalement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour moi, c'est le combat contre Ugas. Parce que auparavant, pour moi, Errol Spence était un excellent boxeur qui certes avait pris des ceintures et qui était champion du monde dans une catégorie quand même compliquée. Mais quand on parle par exemple du combat contre Mickey Garcia, pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Mickey Garcia, c'était pas sa catégorie de poids. Trop petit welter, ouais, trop petit chez les welter. La marche était trop haute en termes de gabarit, donc il peut l'outboxer, lui donner la leçon, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, si des catégories de poids existent en boxe, c'est qu'il y a une raison. Donc ce combat ne m'avait pas tant impressionné que ça. Contre Sean Porter, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Pas se mentir, hein, c'est une split décision. Oui, tout à fait. Voilà. Non, il est chaud ce combat. Et là, je me dis, si à ce moment-là, tu sais, ça, donc là, on arrive avant l'accident, même si la victoire contre Danny Garcia, c'est une belle victoire, et on se dit, Terence Crawford ne va faire qu'une bouchée d'Errol Spence. C'était ça l'idée. Ouais, je te suis. Et en fait, j'ai l'impression que cet accident, un peu paradoxalement, a rabattu toutes les cartes parce que le mec, il a un accident de malade mental. Okay, certes, il a pas de fracture, ce que tu veux. Il est hors du ring pendant quand même quasiment 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, on va dire 1 an et demi. Il revient contre un mec qui est quand même fort. C'est pas non plus l'élite, hein. Attention, Ugas, c'est pas l'élite, c'est pas Terence Crawford. Mais c'est un contender sérieux. Il avait pris Danny Garcia entre temps, juste pour la précision. Oui, j'ai dit, ouais. Ah oui, quand tu parlais à c'était plus Mickey. Ouais. Mais il le bat de manière extrêmement convaincante. Après 1 an et demi d'absence, en ayant l'air de jamais avoir eu d'accident. Et je trouve que ça a un petit peu relancé l'intérêt en fait de ce combat-là. Le rythme des coups qu'il met dans ce combat contre Ugas, le nombre de coups, le fait qu'il aille le chercher aussi dans la poche, il lui met la misère dans la poche, c'est vrai qu'il est impressionnant. Je suis d'accord. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est peut-être la meilleure version d'Errol Spence que nous avons vue alors qu'il revient de cet accident. Tout à fait. Et plus j'avance, moi, ce que j'avais noté, mais qui va avec ce que j'ai l'impression de ce que tu dis, plus le temps a avancé. Tu vois, ce combat Spence-Crawford, on en a parlé vraiment en 2018, quand Crawford arrive chez les welter et prend son titre WBO. Plus les années avancent, j'ai l'impression, plus moi, dans ma tête, il s'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu m'aurais demandé, je t'avais dit, même avec la différence de taille, Crawford, il est au-dessus, de fou. Et plus le temps passe, plus je vois Spence performer,
plus la balance, moi, dans ma tête perso, elle s'équilibre. Bah, en fait, j'essaie de te le dire. Comment je peux te dire ça? En Avec- fait, c'est parce que t'es naïf. C'est bien dit, Et parce que t'es émotif aussi. c'est possible. Et je pense que toi qui aimes les histoires un peu folles, et les histoires un peu, tu vois, avec des rebondissements, les trucs de fou, qui aiment bien faire pleurer dans les chaumières, de voir le mec qui a cet accident-là, qui est absent pendant un demi, revenir en étant probablement la meilleure version de lui-même contre un adversaire qui, somme toute, est correct, mais pas non plus l'élite, ça t'a impressionné. Ouais, puis je Remets le- un peu ton cerveau à froid, ok? même à froid, je le vois quand même plus complet, avec pouvoir mettre plus de danger à Crawford qu'il y a quelques années. Ok, donc pour toi, si on enlève le facteur accident, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Le Spence contre Ugas ou le Spence qui va prendre une décision partagée contre Porter? Dans la perf pure, Réfléchis bien. dans la perf pure, Qui est le meilleur boxeur? Enlève les faits, j'ai Oui. eu l'accident, etc. contre Ougas. Tu mets le niveau de l'opposition, ça nivelle dans Non, ton tu me dis analyse. quel est le meilleur boxeur entre les deux Spence que je vois. Ouais, Moi, je dis contre Ougas. bah pour Il moi, a c'est plus contre d'armes. Porter. Bah, tu vois, on a Parce que Porter, agree to disagree, tu vois. parce que Porter proposait beaucoup plus de choses que Ugas. Parce que Porter est un meilleur boxeur qu'Ugas, Ah, selon ça, moi. ça, selon moi aussi. Donc Je- pour je te moi, ce que Spence fait contre Porter, c'est plus impressionnant. Ce que je veux dire, c'est pas pour te... Non, bien Ouais, sûr. je veux pas te Attends, chambrer. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que attention, je pense qu'on a tous une vision un peu biaisée dans la mesure où on pensait que ce mec-là était perdu pour la boxe et qu'on l'a vu revenir à un niveau très intéressant. Ça peut jouer. Moi, en plus, Je pense que ça joue beaucoup. connaissant, je peux te Moi, suivre sur le fait moi, que ça te joue. connaissant Ouais. aussi, je te dis que ça a joué dans ton cerveau. Bon, on parle de Spence techniquement alors. Voilà. Qu'est-ce qui nous impressionne chez Spence? Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'on l'a dit dès le début de ce choc, il est génial parce que c'est deux des meilleurs boxeurs de la planète. Qu'est-ce qui fait qu'Errol Spence est un des meilleurs boxeurs de la planète pour toi, Joe? Le débit de coup. Ouais. Le volume. On a le chiffre. Il est nettement au-dessus de tous les autres welter Voilà. en Le termes de débit débit. de coup, le volume. Et simplement, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais je vais l'expliquer. C'est juste le physique, quoi. C'est le physique. Je trouve qu'il a une physicalité, et plus précisément la physicalité qu'il est capable d'imposer dans un ring. Quand on parlait de Porter, je pense qu'en termes de physicalité, de présence physique, Porter, c'est un athlète de très 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 haut niveau. Je parle pas de boxeur, mais en termes d'athlète pur, c'est fabuleux. Et on a vu Spence faire jeu égal avec Porter sur ce niveau-là, avec une technique bien meilleure. Donc moi, voilà, c'est ça, c'est le débit de coup, le volume, le rythme qu'il est capable d'imposer, mais surtout la place qu'il occupe dans la catégorie, tu vois, dans le ring, par rapport au mec de la catégorie. Dans le ring, je trouve qu'il occupe une place qui est très intéressante. Donc ça donne un mélange qui est extrêmement intéressant. Un mec qui a cette physicalité-là, qui va l'imposer dans ses déplacements, c'est-à-dire qui va dicter un petit peu les zones du ring dans lequel le combat va se dérouler, c'est bien. Mais quand en plus tu es capable d'assurer un tel débit de coup, bon bah c'est un boxeur d'élite qu'on a en face. Hein. Précision importante qu'on n'avait pas dit ici là, il est gaucher. C'est un gaucher, Errol Spence, même si on va voir que pour... Ça n'a aucun voilà, intérêt parce pour- qu'on parle de Terence Crawford. Quand on a Terence Crawford, ça change pas grand-chose. Moi, dans les comparaisons que j'ai fait pour préparer cette émission, je disais aussi, moi, je le trouve plus versatile, par exemple, qu'un Crawford. Il a plus d'armes, pour moi. Il varie mieux ses angles de frappe. C'est là où, contre Ougas, moi, il m'a plus impressionné que contre Porter. Sa capacité à varier entre la tête et le corps, il l'avait beaucoup moins, je trouvais, contre un Porter. En tout cas, il me l'avait beaucoup moins montré. Parce que, Peut-être parce que Porter en face lui laissait moins parce que l'occasion. On est d'accord. Ougas compterait moins que Porter, tout simplement. Je trouve qu'il prend beaucoup moins de risques qu'un Crawford défensivement. Il est plus responsable sur le plan défensif. Crawford, parfois, va rentrer dans des phases ou dans des combinaisons où il s'ouvre un peu, où il prend des risques. On l'a déjà vu prendre des coups où ça l'a un peu... Mais c'est Il calculé. n'est pas tombé, mais ça sans doute calculé. Mais je le trouve, tu vois, plus responsable défensivement. Spence, ça, c'est un des points que je note aussi. Le débit de coup, parce que je te le disais, on le répète, c'est nettement plus que n'importe qui dans la catégorie des welter. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est impressionnant le nombre de coups par round qu'il peut mettre. Là, il y a l'avantage de taille, dont tu l'as dit aussi, dont il jouera parce que c'est un gros... Enfin, c'est un gros welter, hein. Il va monter Errol Spence Jr. après. On rappelle que Terence Crawford, il a commencé sa carrière chez les légers, hein. Donc plusieurs kilos en dessous. C'est tous les attributs qui, pour moi, sont à son avantage contre un Terence Crawford. Et la responsabilité défensive, je trouve que c'est un point très important parce qu'il pourrait surprendre Crawford sur les fois où Crawford se met un poil trop en danger parce qu'il a tellement confiance dans sa qualité de boxe et a raison Terence Crawford que des fois il se met en danger. Je suis circonspect je suis d'accord avec tout, sauf sur un point qui me laisse vraiment circonspect. C'est quand tu dis il a plus d'armes. Pour moi, il est plus varié. Ok. Il est plus Il est- varié. Il a moins une arme forte. Et on va en reparler quand on parle de Crawford. Les contres de Crawford, la capacité Ok. de contrer de Crawford, c'est une arme qui est au-dessus de toutes les armes qu'a Errol Spence, pour moi. Par contre, je trouve qu'il en a plus. Tu sais que j'aime pas ne pas être d'accord avec toi. Hein.
parce que j'aime bien qu'on soit un duo uni et un vrai binôme. Mais comment, Retrouve ton côté after. comment Retrouve tu ton oses côté after. mon poulet, comment tu oses dire qu'un mec qui est capable d'avoir la même efficacité De switcher en et d'être aussi gaucher comme en efficace. droitier, il a moins d'armes qu'un mec qui lui est capable de bien mélanger coup à la tête, coup au corps. C'est une de ses grosses armes. C'est le truc le plus ultime d'être C'est- capable de changer de garde. Les contres et le changement de garde sur l'efficacité, en gardant la même efficacité, je suis là que je te dis, même la deuxième aussi, je la mets au-dessus de toutes les armes de Spence. Mais moins varié. Je trouve moins varié, moi. Plus destructeur, plus si je te chope au bon moment et avec mon bon coup, c'est terminé. D'ailleurs, il reste sur 10 KO de suite, Terence Crawford, quelque chose comme ça. Moins varié. En tout cas, sur les dernières perfs de Spence. Je peux essayer de te convaincre. Tu peux, toujours. Admettons, t'as 20 ans, t'es un jeune boxeur Oh, professionnel. j'aurais bien aimé. On te laisse la possibilité de choisir une arme et tu dois faire ton choix en fonction de te dire qu'est-ce qui va me donner le plus d'arsenal. Les switches C'est de d'être Crawford. capable d'alterner entre un bon coup à la tête du droit et un bon coup au corps du droit, ou être capable de taper avec la même efficacité partout En où tu switch. veux, en gaucher comme en droitier. Je prends, parce que je te dis, ces deux armes, je les mets au-dessus de la principale arme de Spence. trouve juste Alors que ne c'est dis pas qu'il est plus varié. Non, c'est de le côté well-rounded. Je pense qu'il y a un écart entre. Je sais même pas Bon, comment en te fait, l'exprimer. je t'embête Mais, parce qu'en fait, je pense que c'est juste une question de manière. mais je te l'ai dit 3 fois que l'arme de Crawford ouais. est plus forte que Ouais, ouais. la plus belle arme de Spence. Mais que par contre, si j'ai 20 ans et qu'on me donne, est-ce que le canevas que tu veux prendre des deux, et après tu pourras rajouter d'autres armes comme tu veux, mais eh ben, je prends peut-être Spence. T'es fou. C'est beaucoup plus facile d'apprendre sur le tard à alterner coup au corps, coup à la tête que d'apprendre. Oui, à mais ça, non, boxer, mais là, on parle, c'est de à l'hypothétique. boxer en droitier comme en gaucher. C'est de l'hypothétique et du machin. Mais je te dis, je te confie une nouvelle fois, les 2 points, je les mets au-dessus. Ok. Mais ça n'empêche pas. Mais sinon, il n'y a pas de combat. Sinon, on le voit pas comme un combat aussi ouf qu'on le voit. Si Crawford est 10 étages au-dessus, comme tu le sembles prétendre, Mais on peut aller sur ce terrain-là ou pas? on va y aller sur ce terrain-là. Mais moi, je pense qu'il y a match. Alors là, je pense que tu sous-estimes Non, Crawford. On sur va en ce reparler. terrain-là, Tu sur la- sous-estimes Spence. non, mais sur la perception du combat. Ah oui, ça, on va y aller. Ouais, vas-y. On va y aller. Vas-y, Mais là, passe-moi on est plus Crawford. sur le podcast de présentation des Vas-y, deux. vas-y. Et on aura bien sûr le podcast de présentation du combat et Vas-y. des enjeux plus techniques en soi du combat. Le parcours de Terence Crawford, début en boxe à 7 ans, 70 combats amateurs, 12 défaites. Il a battu je savais pas du tout, il a battu Mickey Garcia et Danny Garcia chez les Exactement. amateurs. Oui. Ouais. J'avais oublié cette anecdote-là. Un temps, il a été le mieux classé des légers aux États-Unis, mais il a raté la qualif des JO 2008. Enfin, il n'a pas une grosse carrière amateur en termes de titres ou quoi que ce soit. Début pro mars 2009, 22-0 en 5 ans avec seulement 6 décisions. Donc pareil, c'est des débuts de carrière où on enchaîne les KO. Premier titre mondial, et là, il y a un parallèle, on en parlait tout à l'heure, c'est contre Ricky Burns à Glasgow en mars 2014, titre WBO des légers. Donc une nouvelle fois, ils ont été chercher en Grande-Bretagne leur premier titre contre un local. Donc il y a un petit clin d'œil sympa entre les deux. La première défense, c'est je l'ai noté parce que c'est contre Yurorkis Gamboa, juin 2014 C'est qui? à Omaha. Et c'est un combat important pour lui quand il raconte sa carrière parce que c'est le premier championnat du monde à Omaha depuis plus de 40 ans. Le dernier à l'avoir fait, c'était Joe Frazier. Et donc, il était très fier, Terence Crawford, de ramener un championnat du monde dans cette Amérique rurale dont on parlait tout à l'heure. Et en plus, les deux étaient à 23-0 et 16 KO à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un tampon pour le grand monde. Il devient champion de ring de cette catégorie-là. Ensuite, il va profiter de la règle WBO, dont il a profité toute sa carrière. Tu sais, quand tu es champion WBO d'une KT, tu peux monter dans la KT d'au-dessus et tu es tout de suite challenger numéro 1 pour le titre WBO. Donc ça, il va en profiter pour monter en super léger, où il va unifier la KT à 4 ceintures en 2 ans et quelques mois à peine, entre avril 2015 et c'est en 2017, un peu plus tard en 2017, donc en un peu plus de 2 ans, il unifie cette KT à 4 ceintures, premier champion de l'histoire des super légers à 4 ceintures, unifié, il y en avait eu à 3 ceintures, mais pas à 4. Si on est honnête, catégorie un peu dévastée. Catégorie totalement dévastée à l'époque. Sa plus belle victoire, c'est sans doute Victor Postol. C'était pour la ceinture WBC de ring. Idongo pour unifier, il l'oblitère en 3 rounds. C'était pas du niveau d'un Terence Crawford. Juin 2018, on avait cité la date de 2018. Passage chez les welter. Il prend le titre WBO. Une nouvelle fois la même règle dont je parlais tout à l'heure à Jeff Horn, l'Australien qui avait battu Pacquiao chez lui l'année précédente. Et il le défend 6 fois depuis. José Benavidez Jr., Amir Khan, Kell Brook. Alors Amir Khan et Kell Brook, c'est plus ça compte pas. Voilà, c'est plus ceux mais c'est parce que personne voulait l'affronter aussi. Sean Porter, contre qui sa victoire est bien plus décisive que celle de Errol Spence. Clairement, il n'y a pas photo. Cavalioscas et la dernière, David Avenassian, qu'il a pris l'an dernier parce qu'il ne voulait pas passer l'année 2022 sans combattre. Ils étaient déjà en égo avec Errol Spence. Il voulait absolument combattre. Il l'a pris, il a mis un nouveau KO. Il reste sur 10 KO de suite, je l'ai dit. Sur ces 39 combats, il y en a déjà 17 qui sont pour des championnats du monde, donc 17 victoires. Il est en route pour battre le score de Mayweather.
Mayweather, c'était 26 championnats du monde sur 50 combats pro. S'il fait que des championnats du monde et qu'il les gagne tous encore pendant 10 combats, il sera au-dessus. Terence Crawford, c'est fort parce que avec ce qu'a fait Mayweather. Donc voilà le résumé de la carrière. Ton meilleur souvenir de Terence Crawford en combat, Joe? La montée de KT contre Jeff Horn. On avait des questions, Il y avait des normal, doutes, ouais. parce que c'était quand même le champion unifié, et puis on se demandait comment il allait se débrouiller, et puis voilà, on voit qu'en fait, ça change rien, que le mec est toujours aussi à la fois fort, précis et beau à avoir boxé. Et puis ce combat contre John Porter, je pense que on a tous passé un moment extrêmement mémorable, parce qu'il lui a mis une vraie raclée, quoi. C'est celui-là que j'avais noté parce que c'est exactement ce que tu dis. Moi, je me souviens d'être devant l'écran et de dire, il vient de faire ça à Sean Porter. Et oui, Même un et- Sean Porter de fin de carrière, mais il vient de faire ça à même, Sean Porter. peu importe. Waouh, ouais, impressionnant. J'ai la victoire contre Postol aussi en super léger, elle est belle parce que c'est la seule opposition qu'il a vraiment eue chez les super légers. C'était pas non plus n'importe qui Postol, et pareil, voilà, il y a pas photo sur le vainqueur de ce combat-là. Mais Sean Porter, ouais, c'est quand même un truc. Waouh, quoi. Oui, c'est là où tu vois qu'il a quand même plusieurs niveaux d'avance sur le reste de la catégorie. Moi, on en a un peu parlé quand on égrenait les qualités d'Errol Spence, mais moi, je reste fasciné par ces mecs-là, et peut-être que je suis pas objectif là-dessus, hein, mais je reste fasciné par cette capacité à changer de garde et être aussi efficace, Et t'as raison. Ouais. aussi fort, aussi puissant en gaucher comme en droitier, mais surtout la fluidité de changement dans une même séquence de coups. On voit plus ça en MMA un peu bizarrement, mais c'est pas parce que c'est pas forcément que de l'anglaise ou en pied-point, ça se fait un peu plus. Mais en anglaise, un mec qui est capable de le faire avec une telle perfection et une telle beauté, t'es obligé de rester un peu bouche bée face à ça. Donc pour moi, en termes de, si je redis ce qu'on a dit quand on parlait du reportage, du documentaire, c'est que si on me demande de décrire mon boxeur parfait, je pense qu'il y a beaucoup de Terence Crawford là-dedans. Bien sûr, de toute façon, on passe donc à ce qu'il définit sur le plan technique, comme on a fait avec Spence. Et en effet, on a noté, on a débattu, mais tu as raison, c'était un débat qui n'avait pas trop de sens. Au final, on était d'accord sur le fond, parce que c'est le premier truc que j'ai noté. Ces changements de garde, ces switches avec la même efficacité, tout simplement, personne n'a su résoudre ça. Et personne dans la boxe aujourd'hui, on va être clair, Joe, personne n'est capable de faire ce qu'il fait aussi efficacement. Non. Changer de garde comme ça, en cours de round, et garder la même efficacité de ses coups, c'est le meilleur au monde, tout simplement. Il n'y a aucun qui est capable. Attends. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Après, Je te voilà, dis pas, il y a quand je dis voilà. aucun, c'est pas que personne n'est capable de le faire, mais c'est le meilleur. Il n'y a personne qui Il y est a pas capable plus de beau le que ça. faire avec autant d'efficacité. C'est surtout ça, en fait. Parce que, par exemple, un Loma ou un Uzi qui sont capables de le faire, mais ça ne change pas forcément la dynamique d'un échange. Lui, il est capable de commencer un échange en difficulté, de switcher de garde, et puis de terminer l'échange en regardant le mec dans les yeux, en lui disant « Bon, et alors maintenant ?» Ça, c'est extrêmement déprimant. Intéressant là, pour il la est plus petit, position. mais il est plus petit que Spence, mais il a une plus grande allonge. Oui. Intéressant quand même aussi à noter. Et le deuxième point que j'ai noté, moi, sur le plan technique, je te l'ai dit quand on a parlé de Spence déjà, c'est les contres. Les deux derniers KO qu'il met, Porter et Avanesyan. Ou peut-être deux, Kavaliauskas, c'était peut-être entre Porter et Avanesyan, je sais plus. Enfin, en tout cas, ceux contre Porter et Avanesyan. Ouais. C'est deux séquences qui viennent, où les knockdowns, puis le KO qui vient derrière, ça vient sur des contres. Contre Porter, c'est presque méthodique. Il recule pour créer sa distance et il contre exactement comme il faut, et il contre l'agressivité de Porter grâce à ça. C'est un maître contreur, Terence Crawford, et si tu lui laisses une opportunité de te punir comme ça, eh ben, il va le faire, tout simplement. Oui, t'as très bien décrit ses qualités. Après, moi, j'ajoute une autre chose, c'est la pression qu'il est capable de mettre quand il a le goût du sang. Il est capable d'augmenter significativement son volume, en fait, pour justement, quand il sent l'opportunité que le combat peut être terminé. Et c'est pour ça qu'il a un si haut taux de KO. C'est son intelligence de combat. C'est-à-dire qu'il se jette pas, il n'envoie pas du volume pour envoyer du volume. C'est quelqu'un qui sent les moments clés des combats, qui sent quand les combats sont en train de tourner, et ça, c'est une de ses plus grandes qualités. Après, c'est un peu bateau ce qu'on va dire, parce qu'on dit la même chose à chaque fois qu'on parle d'un boxeur d'élite, mais son jab est top 3 mondial. La qualité de son jab, l'efficacité et la puissance, ce mélange d'efficacité et de puissance qu'il y a dans son bras avant, c'est quand même phénoménal. Donc voilà, boxeur extrêmement complet. Physique parfait, je trouve, pour les welter par rapport à ce que tu nous racontes sur l'allonge qui se voit et se retranscrit parfaitement dans ses combats. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il boxe en général, c'est l'attitude, très relâchée. T'as l'impression que le mec fait du yoga, en fait. C'est vrai. C'est pour ça. Et D'où le retour sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les humains, le côté zen qui nous fait ressentir, que ce soit en dehors du ring ou dans le ring d'ailleurs.
il maîtrise à la perfection le tempo, le rythme, les changements de rythme plutôt du combat. C'est-à-dire qu'il est capable d'être totalement relâché, d'éviter les coups, d'être un peu en mode Matrix et d'un coup, bam, quand il sent le goût du sang, envoyer du volume. Ça, je trouve ça très, 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 très fort. Finisseur extraordinaire. Il a cette capacité, je l'avais noté moi dans mon conduit, à être méchant quand il le faut, ouais, à savoir être méchant et bien méchant quand il le faut. Il peut aussi gagner en boxeur, tu l'as dit, il a le jab, il a les jambes, il a les combinaisons. Un ring IQ au top, tu vois, je te disais que la presse américaine, ça m'avait fait sourire avec comparé Spence à Sugar Ray Leonard à ses débuts de carrière. Je trouve que la comparaison est beaucoup plus valable avec Terence Crawford, en fait. Oui. Notamment sur ça, sur le ring IQ, sur ses capacités à avoir les différents types de boxeurs qu'on peut trouver. Sans doute un des meilleurs du game aussi en termes d'intelligence du ring, de ring IQ. Oui. De loin. C'est pour ça que, tu vois, je renuance ce que je disais tout à l'heure, enfin, je le réexplique mieux. Quand je dis, parce que tu as raison, plus j'égrène les qualités, plus je me dis, mais ouais, en fait, c'est vrai que Crawford, il est plus versatile que lui. Enfin, il a beaucoup plus d'armes. Mais parfois, je trouve que Spence va mieux savoir les utiliser. Tu vois ? Que Crawford va parfois rester dans un même thème pendant une partie d'un combat, quand Spence va plus les utiliser. Mais donc, je mets une grosse nuance à ce que j'ai dit, parce que sur les pures qualités, tu as raison, plus je les égrène. En fait, c'est quand même Crawford, il a une versatilité qui est malade mentale. Maintenant que tu as fait ta réflexion en temps réel, heureusement, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, même en direct. Hein. Mais heureusement que je suis là pour te guider. Non, mais je t'ai mis de la nuance quand même. Est-ce que tu peux admettre que le côté accident... Je vais peut-être. Il doit jouer. Ça a joué. Il doit jouer, mais je te dis, la perf contre Ougas joue aussi parce que je le trouve efficace à plein de niveaux contre Ougas. Je dis pas que c'est un peintre en face, mais c'est que Ougas. Il fait pas un truc où il va qu'avec une arme, quoi. Contre Ougas, il te montre qu'il a toutes les armes de la boxe. Mais ce n'est que Ougas. On peut se rejoindre là-dessus. On va débriefer, on va présenter ce combat techniquement et ce qu'on peut y attendre dans un autre podcast. Mais sur qui laissera, c'est ma dernière question sur les deux, dans notre podcast sur les deux personnages, qui laissera la plus grande trace dans la boxe ? C'est le vainqueur du combat ou c'est quoi qu'il arrive Terence Crawford, parce que je te devance, parce que je sais ce que tu vas dire. Ah non, je veux dire quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on a dit, c'est celui qui va gagner le combat. Parce que ce combat-là, en fait, on l'attend depuis tellement longtemps qu'au final, le gagnant prend tout. C'est comme ça qu'on dit au casino, c'est ça, le gagnant. Voilà. Bon, bah là, le gagnant prend tout parce que ce combat, il y a eu tellement d'attentes, tellement d'excitation. Et c'est un peu pareil, tu vois, pour les combats qu'on attend et qu'on n'aura jamais. Tu vois, je veux pas parler de notre ami Arthur Beterbiev. Contre Dimitri Bivol. Beterbiev, Bivol, peu importe ce que les deux ont fait, peu importe qu'il ait battu Canelo. Si jamais le combat arrive un jour, le gagnant prend tout aussi. Parce que le storytelling de ce combat-là, c'est, comme notre documentaire, le film RMC Sport le décrit, c'est pour savoir qui est le meilleur boxeur au monde, quoi. Donc là, il y aura pas, tu vois, tout ne sera que de la littérature. Et c'est en fait, à la fin. Et c'est ce qui fait la beauté de ces combats, bien sûr. C'est d'avoir le vainqueur et l'homme qui sort, et c'était lui le meilleur de sa génération. Ça sera l'homme qui a battu l'homme. Exactement. Errol Spence, Terence Crawford, ce sera le 29 juillet à Las Vegas. Choc énorme et bien sûr à suivre sur RMC Sport. Et comme je vous le disais avec Joe, on vous proposera un autre épisode où on rentrera plus dans le combat, son importance historique et ce qu'on peut y attendre techniquement dans ce combat. Merci Joe pour ta présence. Merci Poulet. Merci aux auditeurs. Abonnez-vous pour rater aucun épisode. Envoyez-nous des pouces bleus, de la force, des commentaires. Sur les réseaux sociaux. C'est toujours bon. @Texabé. Exactement. Et @Jonathan M13. _M13. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Et Instagram. Pour nous suivre, Instagram, Alex Herbinet, moi, tout simplement. C'est pas Alexandre Herbinet plutôt c'est Alexandre Herbinet et Jonathan Macardy. Tu me connais mieux que moi. C'est terrible, mon Joe. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.